J'avais dit la dernière fois que je donnerais un exemple plus concret de en quoi penser en termes de ce que j'ai appelé configuration harmonique pouvait optimiser certains calculs, et je vais le faire tout de suite. Je vais le faire en utilisant ce plugin qui est un peu encore en développement et pas parfait, mais qui permet de démontrer la chose. C'est un plugin qui, grosso modo, rajoute des notes à des accords. Là, j'ai deux accords de 5 notes chacun. Je peux les sélectionner et dire je veux qu'il y ait 6 notes au lieu de 5. Je fais transformer et ça donne ça. Donc il a choisi de rajouter un Ré dans le premier et un Sol dans le deuxième. Bon, c'est pas toujours parfait ce qu'il choisit de faire, mais on peut dire que c'est pas déconnant. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des programmes plus ou moins autour de cette idée de rajouter ou d'enlever des notes dans un contexte harmonique. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'avais fait un programme qui est là. Enfin, j'ai fait une page pour le présenter. Celui-là, il est encore très buggé et je l'ai un peu abandonné, mais l'idée de ce programme, c'était de partir d'un contexte très général, c'est-à-dire analyser un ensemble de notes ou simplement une mélodie ou une ligne de basse, enfin analyser un ensemble de notes incomplet, de définir quelles étaient les tonalités probables, puis quels étaient les degrés probables, puis faire tout un tas de calculs pour arriver à un arrangement total, avec un certain nombre de notes, avec des contraintes. Mais là, je m'y prenais vraiment d'une manière très proche de ce qu'on fait en tant qu'humain quand on fait un exercice d'écriture. C'est vraiment, on part du contexte général, on essaye de le comprendre, et ensuite on va vers les cas particuliers, on va vers quelle note je vais ajouter. Ça me paraissait logique de faire comme ça à l'époque. Je me suis très vite aperçu que ça demandait énormément de calculs. C'est-à-dire que si on veut vraiment tester toutes les tonalités possibles, tous les degrés possibles, toutes les notes possibles, ce que j'avais fait au départ, hein, de vraiment tout tester, de brute forcer un peu toutes les possibilités, et de les trier avec une forme de score, enfin j'avais défini une forme de score pour chaque note potentielle à ajouter. Ça demandait des milliards de calculs, et pour la moindre note, ça demandait d'attendre très 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 longtemps, il fallait calculer plein de choses, donc évidemment j'ai dû essayer d'écarter tout ce qui était le moins probable le plus vite possible pour avoir le moins de calculs à faire. Récemment, quand j'ai refait ce programme-là, enfin quand j'ai fait ce programme qui n'est pas exactement sur la même idée mais qui est assez proche, je m'y suis pris de la manière inverse. C'est-à-dire, au lieu de partir de la généralité pour aller vers le cas particulier, je suis plutôt parti du cas particulier, d'une certaine manière. Et je vais expliquer comment le programme s'y prend pour définir les nouvelles notes à ajouter. Je précise aussi que les nouvelles notes, ce sont en priorité des notes qui ne font pas déjà partie de l'accord. C'est-à-dire que là, il a choisi d'ajouter un Ré à cet accord, parce que le Ré n'est pas déjà présent. Il pourrait très bien choisir de rajouter par exemple un Do, ici, mais le Do, il est déjà présent à l'octave. Là, il essaye d'ajouter des nouvelles notes. Pour l'instant, je vais choisir délibérément d'ignorer le contexte. C'est-à-dire là, c'est un enchaînement de deux accords, mais je vais prendre uniquement un accord, et je vais expliquer ce que l'algorithme fait pour définir la nouvelle note. C'est-à-dire, il se dit, bon, ces 5 notes, elles sont extraites d'un mode. Il va essayer d'estimer ça pourrait être quoi ce mode, et ensuite il va regarder, est-ce que le mode, il a plus de 5 notes. A priori, ce sera le cas, et il va regarder quelles notes font partie du mode, mais pas de l'accord, et il va pouvoir les ajouter. Pour rendre ça un petit peu plus facile à suivre, je vais tout rassembler dans une même octave. Là, on voit que l'accord, il est étendu sur presque 2 octaves. Je vais le... Voilà, je vais le compresser comme ça. Là, si moi, en tant qu'humain, on me demandait de rajouter une note dans cet accord, je pense que je la mettrais là, par exemple. A priori, la plupart des musiciens, ils vont faire ce genre de choses. C'est-à-dire, je pense pas qu'un musicien va décider d'ajouter à cet accord-là un peu resserré une note, par exemple, là. Ça sonne quand même moins bien que ça.
on peut à peu près être, enfin je pense qu'il y a plutôt un consensus là-dessus. La raison, c'est qu'il y a, quand on fait ça, il y a 2 demi-tons qui s'enchaînent, et c'est ce que mon confrère appelle une condensation tonale. Quand il y a 2 demi-tons qui s'enchaînent, en général, ça sonne pas très bien. Je sais qu'il y a plein de contre-exemples à ça, on peut en trouver dans la musique, même dans une forme de musique classique, des fois on peut trouver des choses comme ça. Mais c'est des cas particuliers que je vais délibérément mettre de côté, et je vais pour l'instant partir du postulat que, a priori, on veut éviter ce genre de choses. C'est valable quand il y a 2 demi-tons consécutifs, mais c'est valable aussi quand il y a 2 demi-tons consécutifs dans les classes de notes, même si certaines sont transposées, pour essayer de les rendre plus équilibrées. Si je joue ça, ça sonne quand même pas très bien. Je peux essayer de les écarter autant que je veux, ça va toujours sonner, ça va être difficile de les faire bien sonner. Donc quand je vais chercher un mode dont cet accord pourrait être extrait, je vais chercher en priorité, enfin je vais chercher exclusivement dans ce que mon confrère Emanuele appelle l'univers mélodique primaire. Alors moi personnellement j'appellerais ça plutôt l'univers harmonique primaire, puisque il s'agit d'une série de modes qui à mon sens servent plutôt à construire verticalement des accords, mais bon, ça se discute. À partir de là, on peut s'y prendre de plusieurs manières, et je vais déjà illustrer ce qui se passerait si l'algorithme s'y prenait d'une manière, on va dire, héritée de l'apprentissage classique de la musique, classique ou jazz. C'est-à-dire qu'en général, quand on apprend la musique, on apprend que les modes ont une note de référence, une note de base, par exemple Do majeur. C'est ça. Et il a une note de référence qui est Do. Si jamais on fait Do dièse majeur, la note de référence c'est Do dièse et toutes les notes sont différentes. On peut faire un accord de Do majeur qui ne contienne pas la note Do. Là par exemple, même s'il n'y a pas beaucoup de contexte, on a plutôt tendance à entendre Do7, Fa majeur, mais si j'enlève le Do de l'accord de Do7, on entend toujours Do7 parce que le Do il est implicite. C'est ça que je voulais dire par la note ne fait pas forcément partie de l'accord, la note de référence ne fait pas forcément partie de l'accord. Si je veux confronter les modes classiques exempts de condensation tonale et néanmoins complets à cet accord, pour trouver de quel mode il pourrait être issu, je vais passer les 33 modes classiques en revue pour chacune des notes. C'est-à-dire que je vais me dire, bon, cet accord-là, on pourrait dire que sa note de base, ça pourrait être Do. Si sa note de base est Do, est-ce que ça pourrait être par exemple Do majeur? Donc je passe les notes en revue, Do, Ré, Mi, Fa. Il y a un Ré qui est là, mais c'est peut-être une note qui fait partie du mode et pas de l'accord, donc c'est ok. Le Do, il fait partie de l'accord, c'est ok. Le Mi, il fait partie de l'accord, c'est ok. Ensuite, Fa, on peut se dire que c'est une note qui va être rajoutée à l'accord, c'est ok. Ah, par contre, là, j'arrive à Sol, et là, ça va plus, puisque l'accord, il a un Fa dièse qui ne fait pas partie de Do majeur. Donc c'est là que j'arrête et je me dis, ok, cet accord, il ne peut pas être issu de Do majeur, puisqu'il contient des notes qui ne sont pas dans Do majeur. Voilà. Dans ce sens-là, ça va pas. Par contre, dans l'autre sens, ça va. Si le mode contient des notes qui ne sont pas dans l'accord, c'est peut-être simplement qu'elles sont implicites et qu'on peut les rajouter. Je peux dire, par exemple, est-ce que c'est Do mineur? Jusque-là, ça va. Ah, là, ça va pas, puisqu'il a un Mi bécard, alors que Do mineur n'a pas de Mi bécard. Donc, ok, on discarde celui-là. Je vais pas vous faire les 33 entiers, on pourrait les passer tous en revue. Mais à un moment, on trouverait qu'il y a, par exemple, ça peut être la gamme par ton. Hop, et ben là, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de la gamme sans que aucune note de l'accord ne soit en conflit avec les notes de la gamme. Donc on peut se dire, ok, c'est possible que cet accord il soit issu de la gamme par ton basée sur Do. Auquel cas, la note qu'on pourrait rajouter à l'accord, ce serait Ré. Je mets Ré de côté ici, voilà, comme une possibilité. En passant les 33 gammes en revue, on tomberait probablement aussi sur
Do... Enfin, ce que moi j'appelle Do superlocrien, c'est-à-dire ça. Voilà. Ça, c'est un mode classique de 5e degré. Et ben, si on a ce mode-là, on peut se dire que les notes, la note qu'on va rajouter, ou les notes qu'on peut vouloir rajouter si on en rajoute plusieurs, ça peut être Ré bémol et Mi bémol. Mais il n'y a aucune note de l'accord qui ne serait pas dans la gamme. Donc je mets ces possibilités de côté. Bon. On peut finir les 33 modes de Do, je crois qu'on n'en trouvera aucun autre. Ensuite, on peut se dire, bon, bah, peut-être que, certes, l'accord ne contient pas de Do dièse, mais peut-être que Do dièse est une note implicite de cet accord, et qui fait quand même partie du mode dont l'accord est issu. Et si on se dit ça, on peut se dire, bon, bah, alors Do dièse, est-ce que ça peut être Do dièse majeur? Hop, non, le Do dièse majeur, il contient pas de Mi bécard, alors que l'accord contient un Mi bécard, donc ça peut pas être ça. Par contre, ça peut être ce mode-là, qui est donc Do dièse mineur mélodique. Et si on décide que c'est ce mode-là sur cette base-là, bah, les deux notes qu'on peut ajouter, c'est Do dièse ou Mi bémol. On peut décider que ce soit Ré, on peut décider que la note de base soit Ré, auquel cas on va trouver, je commence à accélérer petit à petit parce que je peux pas faire les 33 modes fois les 12 notes, mais on peut trouver que la gamme par ton qui commence par Ré, de la même manière que la gamme par ton qui commençait par Do, qui est en fait la même gamme puisqu'elle a une forme de symétrie, on va dire, elle passe sur cet accord, auquel cas la note qu'on peut rajouter serait un Ré. Ensuite, on peut décider que ce soit Mi bémol, la note de base, auquel cas on va à un moment tomber sur une espèce de phrygien avec une 13e majeure, je sais pas comment ça s'appelle, mais si on tombe là-dessus, ben on va se dire, ah, il y a le Mi bémol et le Ré bémol qui sont deux notes possibles. On peut continuer comme ça, je vais pas toutes les faire, mais si on passe chacune des 12 notes en revue et chacun des 33 modes pour chacune des 12 notes, on va tomber sur une série de... Bon, allez, je vais les faire vite fait. J'en étais à Mi, donc Mi, on va trouver une gamme par ton avec Ré dedans, ou ce que certains appellent le lydien augmenté, je crois, que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Fa, on va rien trouver. Fa dièse, on va trouver soit ces deux notes-là, soit celle-là. Sol, on va rien trouver. Sol dièse, on va encore une fois trouver ça ou ça. Là, on va rien trouver. Si bémol, on va encore une fois tomber sur ces deux notes-là. J'ai plus la place de les mettre, mais soit ça, soit ça. Et si bécard, on va rien trouver. Et ensuite, on arrive au Do. On a fait 33 fois 12 séries de calculs, ce qui fait 396. Je vais le calculer pour être sûr, mais 33 fois 12, 396. On a fait 396 confrontations de modes à un accord pour en déduire qu'il y avait 20 possibilités. Mais en fait, ces 20 possibilités, elles sont factorisables, puisque celle-là, c'est la même que celle-là, que celle-là, que celle-là, que celle-là, que celle-là, etc. Enfin, c'est évident quand on le voit. Mais surtout que là, l'accord est déjà tellement fourni qu'il y a toutes les situations qui contiennent Ré, sont exactement les mêmes que les autres qui contiennent Ré, celles qui contiennent Mi bémol et Do dièse sont exactement les mêmes, il n'y a pas plusieurs possibilités qui contiendraient une même note. Donc en fait, on peut même pas... Enfin, on peut factoriser tout ça en se disant que finalement, il n'y a que 3 possibilités, et on peut même pas se servir de ça comme une forme de statistique. Donc ça nous fait faire 396 séries de calculs pour avoir seulement 3 possibilités au final. Tandis que si on s'y prend de la manière que j'ai appelée avec les configurations, c'est-à-dire on va passer en revue ces 57 configurations-là. Alors certes, 57 c'est plus que 33, mais par contre on n'aura à les passer en revue qu'une seule fois, puisqu'on n'aura pas à les passer en revue pour chaque note. Là, je pars du postulat que vous savez déjà ce que j'appelle configuration, puisque ça fait un paquet de fois que j'en parle. Configuration, c'est une série de booléens, enfin ça s'exprime comme des booléens en code,
qui représentent Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, etc. Et ils sont vrais quand la note fait partie de la gamme, faux quand la note ne fait pas partie de la gamme. Et vous voyez que je les ai groupés, puis il y a 7 groupes, et on voit que les 12 possibilités là sont juste des décalages d'un même groupe. Donc si on passe en revue ces 57 configurations, au lieu de passer les 33 x 12, on va en trouver une qui contiendra toutes ces notes là plus Ré, on peut la mettre de côté. Ensuite on va trouver une qui contient ça, et c'est tout. Et au bout de 57 calculs, on aura eu le même résultat qu'avec les 396 calculs. Certes, ça manque un petit peu de contexte, puisqu'on ne sait pas quelles sont les notes de base, etc. Mais ça, c'est pour ça que je préfère partir là d'un cas particulier plutôt que du contexte. C'est que le contexte, ça peut venir dans un second temps. Et en tout cas, le fait de n'avoir que 57 calculs à faire pour en déduire les 3 notes les plus probables qui pourraient être ajoutées à cet accord, ça évacue déjà un sacré paquet de calculs. J'en profite aussi pour répondre un peu en retard à un détail. La dernière fois, j'avais utilisé le mot isomorphique, d'ailleurs il faut dire isomorphe en français. C'était une erreur de ma part, puisque la raison pour laquelle j'ai utilisé le mot isomorphe, on va dire, c'était pour dire en gros, là, quand on a une solution qui admet Ré comme nouvelle note, c'est la même solution qu'une autre solution qui admet Ré en nouvelle note. Même si dans le fond, on va avoir considéré que c'est un mode qui part d'une autre note de base et qui n'est pas le même mode, en fait c'est le même groupe de notes. C'est ça que j'entendais par isomorphe, et beaucoup de personnes m'ont répondu en disant mais non, tu te trompes, c'est isomorphe ou pas isomorphe juste parce qu'on a arbitrairement décidé que les touches de piano soient noires et blanches disposées de cette manière, mais si toutes les notes étaient blanches, tout serait isomorphe. Et non, c'est pas du tout dans ce sens-là que je l'entendais, et j'espère que la petite démo que je viens de faire rend la chose évidente, c'est-à-dire, ok, là, mon séquenceur, il a des bandes noires et blanches parce qu'il représente un piano comme un piano roll, mais en fait, le fait que les bandes soient noires ou blanches ne change absolument rien au calcul que je viens de faire. Une étape suivante, c'est l'étape de dire, maintenant, on va regarder le contexte. Et c'est là que mon programme est très limité, puisque la manière qu'il a de regarder le contexte, je mets un petit peu plus de contexte, je rajoute des accords. Wow, bizarre. C'était du Coltrane. En fait, moi, ce qu'il va faire très naïvement, c'est de regarder statistiquement combien de fois chaque note a été utilisée dans l'ensemble de la séquence, et il va privilégier les notes qui ont été souvent utilisées. Ce qui est pas du tout comme ça qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, au lieu de considérer qu'il y ait une configuration par accord, c'est de considérer qu'une configuration va être commune à plusieurs accords. Et même, je pense qu'on peut essayer de trouver la plus longue séquence qui admet une même configuration tout au long de la séquence, et considérer que c'est ça notre but. Et ça, c'est ce que mon confrère Emmanuel appelle la segmentation. Moi, je vais pas en parler là, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur ce site qui est gravitation-tonal.fr. Il y a une petite vidéo qui explique ça. Il y a des outils, enfin je vais pas faire la démo là puisque c'est pas mon outil à moi, mais ça explique très bien cette partie-là de l'algorithme qui dans mon cas n'existe pas ou pas encore, mais peut-être que j'essaierai d'implémenter ça à un moment. Je sais bien qu'on peut me dire que faire 57 séries de calculs au lieu de 396, finalement pour des processeurs modernes, c'est pas la mer à boire dans les deux cas, et qu'on peut très bien ignorer cette chose-là, mais par exemple, mon autre expérience là où je passais des milliers de MIDI en revue, fois des centaines de notes et je sais pas combien d'accords possibles, finalement ça commence à faire une différence vraiment. Et même en termes de nombre de lignes de code qu'on a pour appliquer ce genre de vérification, ça fait une différence aussi. Et je continue à penser que, pas seulement dans le domaine de la programmation, mais même dans le domaine de la musique, du déplacement des doigts sur un instrument, voire même de la composition, pour moi ça a un intérêt de penser de cette manière. Même si c'est pas la manière à laquelle on est habitué
Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que c'était un petit peu plus clair. Je crois que j'avais d'autres choses à dire, mais je sais plus trop. Non, mais c'est tout, je m'arrête là.